Bienvenue dans le débat. Les géants de la tech étaient conviés à Évian au G7 ce matin. Sam Altman d'OpenAI, Dario Amodei d'Anthropic ou encore le français Arthur Mensch, fondateur de Mistral IA, pour parler de l'intelligence artificielle, des patrons devenus aussi importants que des chefs d'État. Elon Musk n'était pas présent à Évian, mais l'introduction en bourse fracassante de son groupe SpaceX, qui a déclenché en quelques heures une ruée record et dans toutes les têtes, devrait suivre celle d'Anthropic et d'OpenAI. Et les enjeux ne sont pas seulement économiques et financiers, mais aussi démocratiques et civilisationnels. Côté politique, Donald Trump vient de couper le monde de l'usage de Fable 5 et de Mythos 5, les deux derniers modèles innovants d'Anthropic. Un kill switch, comme on dit en anglais, qui met en avant la dépendance de l'Europe à l'égard des États-Unis. L'Europe qui veut réguler et se retrouve dans un bras de fer avec Washington, sans parler de la concurrence chinoise. Alors, deux questions se posent ce soir. D'abord, la bulle IA va-t-elle éclater? Et puis, comment l'Europe peut-elle défendre une souveraineté numérique? On va poser ces questions à mes invités. Guillaume Gralet est avec nous ce soir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Stéphanie. Chroniqueur sur France 24 et rédacteur en chef tech au journal Le Point. Auteur de Pionnier, voyage aux frontières de l'intelligence artificielle, et c'est chez Grasset. Édouard Filias est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de l'agence GIN, spécialiste de communication numérique et de l'IA, co-auteur du livre Manuel de survie de l'IA, comprendre l'intelligence artificielle aux éditions Ellipse. Afid Houchen est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de Le Club IA, qui rassemble plus de 250 décideurs de grandes entreprises et de TI d'ailleurs, pour les aider à transformer leurs entreprises avec de l'IA. Brunsen Bertrand, bonsoir. Vous êtes professeur de droit public, spécialiste de l'IA et de la gouvernance des données. Bonsoir et bienvenue à vous. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose de faire un point en images, justement, sur la manière dont l'intelligence artificielle s'est invitée au G20 à Évian. Dernière arrivée ce mercredi matin pour une réunion en assemblée plénière, Donald Trump a tenu à rappeler par l'humour qui mène la danse. I'm the boss. Au menu des discussions de cette dernière journée, l'intelligence artificielle, domaine dans lequel Washington est le leader mondial incontesté. Parmi les invités, Sam Altman, patron d'OpenAI, ou Dario Amodei, chef d'Anthropic, à qui Donald Trump a ordonné de priver ses modèles les plus puissants aux pays étrangers. En réponse, le gouvernement français a décidé de rompre ses accords entre le renseignement intérieur et Palantir, autre géant américain. Le défi, ce sont ces fameux modèles frontières. On doit réussir à mieux les réguler pour éviter qu'ils ne tombent dans la main de régimes autoritaires, de gens qui pourraient menacer notre cybersécurité ou nos sociétés. Mais pour ce faire, la réponse ne peut pas être de la non-coopération entre démocraties. Interrogation également sur le rôle prépondérant que jouera l'IA dans l'avenir. Une inquiétude que balaie l'invité star du salon Vivatech, qui s'ouvre dans le même temps à Paris, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et de la méga start-up IA Prometheus. Je sais que beaucoup de gens s'inquiètent du fait que l'IA va rendre les humains superflus. Je suis en total désaccord avec ce point de vue et je pense qu'en réalité, l'IA va entraîner des pénuries de main-d'œuvre, car elle va permettre aux gens d'identifier davantage de problèmes. L'intelligence artificielle, au cœur de toutes les discussions, devrait également être l'un des sujets abordés à Versailles, à l'occasion du dîner entre Emmanuel Macron et Donald Trump, ce mercredi soir. Guillaume Gralet, Sam Altman, Dario Amodei, Arthur Mensch, donc on commence à les connaître un peu et on les a vus là au G20 à Évian avec Emmanuel Macron, Donald Trump, tous les leaders du G20. Il y a une espèce de mise en scène. Ils sont devenus aussi importants que les chefs d'État aujourd'hui. Oui, il y a un paradoxe assez flagrant, Stéphanie, c'est-à-dire qu'ils sont reçus comme des chefs d'État. Je me rappelle très bien d'une visite de Sam Altman en Europe où il consacrait à peu près une demi-journée par pays, c'est-à-dire qu'il allait un lundi après-midi en France, le lendemain en Allemagne, le matin ensuite en Espagne. Ils voyaient à chaque fois les chefs d'État. Effectivement, on les consulte et lorsque vous les écoutez,
eh bien, ils ont quasiment des programmes présidentiels. C'est-à-dire que Sam Altman, lors de sa grande déclaration publique, eh bien, il a parlé d'une nécessité d'un revenu universel parce qu'il prédisait la fin du plein emploi. Il explique en réalité aussi qu'il va falloir lutter contre les inégalités. Donc, c'était plutôt un programme démocrate. On ne sait pas trop où ils habitent, mais effectivement, ils ont beaucoup de pouvoir. La seule bonne nouvelle, j'ai envie de dire, Stéphanie, c'est que tout le monde ne pense pas la même chose. Il y a de vraies divergences de point de vue, par exemple, entre Dario Amodei, donc à la tête d'Anthropic, de Claude, de Mythos et Fable 5, par exemple, et Sam Altman. Et ça, je trouve que c'est plutôt rassurant. Mais il y en a un qui est un peu plus démocrate que l'autre. Oui, c'est ça, voilà. Mais Amodei un peu plus démocrate que Sam Altman, qui est un peu plus techno-césariste. Enfin, je ne sais pas comment les classer. Clairement, et un tout petit bémol sur ce que je viens de dire, on a vu ces derniers jours l'État, le politique reprendre le pouvoir, parce que c'est quand même l'État américain qui a interdit, avec son contrôle aux exportations, le fait que tout le monde puisse accéder à Fable 5. Alors, justement, on va y revenir. Mais d'abord, justement, sur la puissance, Édouard Filias. D'abord, la puissance économique. On va parler de l'entrée en bourse de SpaceX, la plus importante de l'histoire la semaine dernière. Introduction à 1 750 milliards de dollars, mais elle a dépassé, on en est à 2 700 milliards de dollars. Elon Musk, qui donc promet d'emmener l'humanité sur Mars, et voilà ce que ça donne. Devient trillionnaire, littéralement. 4 400 employés de SpaceX sont devenus même millionnaires. Donc la question qui se pose, parce que ça va être suivi par l'introduction en bourse d'Anthropic et de OpenAI, c'est d'abord est-ce qu'il y a une bulle et est-ce qu'elle va exploser ? Ça fait pour SpaceX une valorisation qui est de plus de 100 fois son chiffre d'affaires, alors que la moyenne des géants du secteur est de l'ordre de 10 à 12. Donc c'est 10 fois supérieur à la moyenne des géants du secteur. Et cette introduction, par ailleurs, est franchement litigieuse, puisque le Nasdaq a consenti à SpaceX des avantages particuliers, c'est-à-dire une cotation accélérée, une cotation sur un flottant très faible, puisque la société est cotée pour moins de 5% de ses titres. Donc en réalité, cette valeur, là, aujourd'hui, dont on parle à propos de SpaceX, elle est complètement artificielle, complètement survitaminée. C'est un investissement à risque. SpaceX, aujourd'hui, c'est l'économie casino. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais... Ça ne veut pas dire que ça va exploser, mais... Mais en tout cas, c'est un investissement extrêmement risqué. Et d'ailleurs, je regrette que ça ne soit pas plus dit, parce que les petits porteurs qui ont pu investir ne sont pas forcément au courant du risque qu'ils prenaient en investissant dans SpaceX, qui est un risque extrême. Vous pensez, Afid ? En fait, on parle beaucoup de bulles par rapport à l'IA. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec SpaceX, c'est effectivement, on voit une bulle financière. Hein. Ça a aussi existé avec l'explosion d'Internet. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre cette valorisation financière et la réalité économique, malgré une technologie qui est quand même vendue, nécessaire. SpaceX est en perte. SpaceX est en perte, pas tout SpaceX, juste la partie IA. Oui, après, en fait, ce qui est intéressant surtout à se poser, c'est de se dire... effectivement, on peut se questionner sur la bulle de l'IA, mais la question, c'est de se dire, est-ce que on vit une révolution technologique, en fait, ça ne va pas empêcher cette révolution technologique qui est là, qui existe, tout comme Internet quand elle est arrivée. Et aussi pour Internet, quand il y a eu la bulle d'Internet, il y a aussi eu des entreprises qui ont aussi eu des bulles financières qui ont bénéficié et qui ont disparu. Ça a aussi permis à d'autres entreprises... Ça, c'était le début des années 2000 ? Des années 2000, ça a aussi permis à d'autres entreprises de pouvoir... exister, se créer et continuer à exister. Donc c'était plus une correction, vous voyez plus ça comme une correction, comme je trouve qu'on a aussi appris avec l'IA, on a pris du recul par rapport à la bulle qu'on a pu avoir avec Internet. On voit qu'aujourd'hui, les entreprises, les investissements sont quand même faits sur des cas d'usage, sur des choses beaucoup plus concrètes, même si effectivement on voit aussi avec notre champion français Yann Lequin qui a bénéficié aussi de fonds d'investissement qui lui permettent aussi de pouvoir aller créer l'entreprise de demain. Donc il y a un effet tout de même d'écosystème. Brinsen Bertrand, votre analyse, il faut quand même expliquer que sur la structure, on a en fait 4 gros blocs. On a Microsoft qui a investi dans OpenAI, Amazon, Google qui ont investi dans Anthropic. Il y a le bloc Elon Musk justement avec XAI, donc la partie intelligence artificielle dans le groupe avec SpaceX et Tesla. Et il y a donc Meta qui a investi dans Llama en open source. Donc ça fait 4 gros blocs. Est-ce qu'une telle concentration comporte des risques ?
Alors, effectivement, il y a une concentration avec des investissements au sein de cet écosystème qui sont d'ailleurs intéressants à observer pour voir les choix stratégiques qui sont faits au sein de chacun d'entre eux. Il faut dire aussi que c'est peut-être une bulle, mais c'est quand même une bulle qui est extrêmement soutenue par des investissements publics à un niveau très élevé depuis longtemps, par des investissements privés aussi, donc qui, quelque part, consolide quand même un peu ces écosystèmes. Vous pensez qu'elle va exploser, la bulle, Guillaume Verlet? Je pense que quand on voit la course en réalité qu'il y a eu pour l'introduction à la fois de SpaceX, d'OpenAI, d'Anthropic, on voit qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent retrouver l'argent. Moi, ce que je trouve assez intéressant aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, Stéphanie, c'est le retour du politique. On a vu ces tout derniers jours aussi les déclarations d'Alex Karp, donc le co-créateur de Palantir, qui s'est fait quelque part punir en France, mais il a déclaré que la technologie était devenue tellement clé qu'elle devrait être, d'après lui, nationalisée. C'est-à-dire que on voit, c'est déjà le cas bien sûr en Chine, on voit aux États-Unis une prise de conscience du pouvoir politique de ces objets technologiques et que l'État revient en fait. C'est un peu ce qu'on a connu en Chine avec Jack Ma lorsqu'il s'exprimait un peu trop. Eh bien, Jack Ma, on lui a dit... Créateur d'Alibaba. Voilà, exactement. Tu disparais, on ne veut plus entendre parler de toi. Aux États-Unis, on a un peu l'impression que c'est devenu tellement puissant, alors, parfois pour le bien, pour la médecine, mais aussi pour la guerre, tout simplement, eh bien, qu'on demande à ces acteurs d'obéir à l'État et notamment à l'administration Trump. Voilà, et donc ça contredit toute logique financière. Donc ça peut être aussi une cause de dérèglement des marchés à venir. Alors justement, puisque il est le boss, c'est ce qu'il a dit Donald Trump au G7, on va l'écouter. Hello, I'm the boss. Il est le boss, Édouard Philias, et il était le boss lorsqu'il a coupé l'usage en dehors des États-Unis des dernières innovations d'Anthropic, donc Fable 5 et Mythos 5. Donc ce fameux kill switch, c'était le 12 juin, sans que le fondateur finalement d'Anthropic n'ait pu dire quoi que ce soit. Donc c'est l'État américain qui a pris cette décision. Non, mais déjà, une remarque là-dessus, sur cette image qui est quand même ridicule, comme d'ailleurs ce que fait Trump en général, on a droit à un G7 qui n'en est pas un. La Chine n'est pas présente, c'est les États-Unis qui parlent. La Chine ne fait pas partie du G7. Précisément, ça dévitalise en réalité. C'est les États-Unis qui s'adressent aux autres pays membres comme à des vassaux. Ils convoquent ces entreprises, c'est quand même incroyable, que les entreprises américaines. Alors il y avait aussi Arthur Mensch de Mistral. Voilà, pour leur faire la leçon. C'est quand même sidérant. Et nous, on est là en train de commenter ce spectacle comme si on avait la moindre chance d'avoir une influence sur les décisions de la vie politique américaine, les décisions économiques américaines. L'histoire, en l'occurrence, de Fable 5, sur laquelle l'ensemble de la classe politique française a réagi, à juste titre. On se rend compte qu'ils peuvent faire on-off de l'autre côté de l'Atlantique. Donc tout d'un coup, on se sent vulnérable. On se sent vulnérable, mais en réalité, on est un peu comme, j'ai envie de dire, malheureusement, les colonisés dans cette histoire, parce que toute cette décision repose sur le conflit entre l'administration américaine et Anthropic, les deux se détestant, l'imminente entrée en bourse d'Anthropic. Donc c'est un règlement de compte entre amis dont nous sommes malheureusement les victimes collatérales. Il faut cesser de subir ça. Et cesser de subir, c'est commencer par arrêter d'acheter des solutions américaines ou chinoises d'ailleurs, et faire confiance par la commande publique à l'écosystème européen. Et ça, c'est une priorité absolue, notamment dans le ministère de l'Intérieur, pour la Défense. Et je me réjouis que Palantir, enfin, se fasse sortir de notre liste de prestataires. C'était scandaleux qu'on continue à acheter ce logiciel. Donc ça, c'est la décision de Sébastien Lecornu, la toute dernière. Mais c'est une décision qui lui est imposée, puisque après la décision des services de renseignement allemands de prendre Schabsvision, une société française qui a été créée ces dernières années, qu'est-ce que Lecornu allait faire? Continuer à utiliser Palantir? D'ailleurs, les voix politiques commençaient à s'élever contre. On avait entendu Retailleau, on avait entendu Philippe dire non, Palantir, c'est terminé. Eh bien, Alex Karp nous humilie en faisant un manifeste qui est une leçon de morale, en expliquant que la technologie américaine doit rentrer en collusion avec l'État américain dans un nouvel empire pour nous dominer. Enfin, c'est ça la vision de Karp. Ces gens-là n'ont pas à être nos prestataires, quoi. En tout cas, on est dans une bataille. Oui, complètement. En fait, c'est vraiment une bataille. En fait, ce qu'on voit là, avec je suis le boss de Donald Trump, et il l'a montré aussi avec Anthropic, quand il coupe une IA, c'est la première fois qu'on coupe une IA. L'IA devient diplomatique, en fait. Ça devient un outil diplomate, ça devient un actif de la souveraineté. Et la preuve en est, c'est que le G7, on voit qu'autour de la table, les seuls patrons qui sont là, c'est les patrons d'IA. Et vous avez d'autant plus raison, si je puis me permettre, que notre président
technobéa. Il y a 3 façons de réagir face à la technologie. Il y a la technobéatitude. Alors là, je crois que c'est fini, ça. Il y a la techno-réaction. La technobéatitude, c'est « oh, c'est formidable, on va trouver des solutions ». La techno-réaction, c'est « je n'en veux pas ». Et le techno-réalisme, c'est de faire le constat que jamais les Américains ne négocieront la moindre once de leur pouvoir technologique. Donc cette idée qu'on va se concerter pour se mettre d'accord sur l'accès aux supermodèles comme Mythos, tous ensemble entre démocrates, elle est ridicule. Oui, mais alors comment remplacer Mythos en France? Comment remplacer Mais Mistral n'est pas si loin, je parle sous le contrôle de Guillaume. Mistral n'est pas si loin. Je vous donne la parole, Brunsen. Le bon côté de la décision du président américain, c'est aussi d'avoir suscité une prise de conscience sur les vulnérabilités et les dépendances européennes. Il était temps. Non. Voilà. et aussi d'avoir quelque part ces soubresauts de l'administration américaine ressoudent aussi les Européens. Parce qu'il faut dire que nous, on arrive aussi en ordre assez dispersé, parce qu'il y a des visions quand même assez différentes qui s'expriment entre les États européens. Donc, contrairement aux États-Unis, à la Chine, l'Europe, c'est pas un État. Donc c'est beaucoup plus compliqué à faire avancer. Il y a des intérêts beaucoup plus divergents. Et donc l'intérêt de ce genre de décision, c'est aussi de ressouder le clan européen. Et pour revenir sur la DGSI, justement, ce que vous mentionniez, Édouard Filias, il y a un petit instant, Guillaume Gralet, en fait, il s'agit donc du renseignement français, pour y revenir, qui a rompu donc son contrat avec Palantir, dont vous parliez du patron il y a quelques instants, Alex Karp, pour donc donner ce marché à la société française Chapvision, c'est ça, donc pour sortir de cette dépendance. Exactement. C'est une entreprise très intéressante qui est née il y a quelques années, qui n'a pas arrêté de faire des acquisitions d'ailleurs, qui après Chapvision. Voilà, Chapvision, et qui a Vivatech, donc on a pu les voir aujourd'hui. Et ça a duré longtemps, c'est-à-dire qu'il y a eu un appel d'offres où participaient par exemple Thales, Atos, d'autres acteurs européens. Il y a eu enfin cette décision, mais j'ai envie de dire que comme vous dites, Stéphanie, ça arrive peut-être un peu tard. Ce qu'il faut, c'est reconstituer chaque brique de notre souveraineté. On parle des modèles, où Mistral, effectivement, est très bien positionné, mais il faut aussi qu'on soit meilleur en supercalculateur. En plus, juste une petite anecdote, si d'aventure, Donald Trump disait « je coupe les exportations, je demande à Nvidia, donc cet acteur... » Qui fabrique les puces. Les puces surpuissantes, d'arrêter d'exporter ses meilleures puces vers l'Europe, Mistral serait extrêmement fragilisé parce que Mistral repose aussi en partie, avec même tout le talent qu'ont ces 1000 employés aujourd'hui, avec la nouvelle levée de fonds qu'ils sont en train de préparer. C'est absolument formidable ce qu'ont fait ces 3 fondateurs venus de Google, DeepMind et de Meta. Tout ça, c'est formidable, mais comme il nous manque encore une bonne partie de la chaîne de valeur, ça reste encore très fragile. Donc cette dépendance, on ne va pas s'en débarrasser demain. Difficile donc bras de fer en fait avec les États-Unis justement d'exister. L'Europe parle de régulation, elle investit, alors j'ai vu 307 millions d'euros dans l'IA, dans l'autonomie stratégique, ça c'était au mois de janvier, et il y a ce nouveau plan pour faire émerger des champions européens d'Ursula von der Leyen avec 200 milliards d'euros et 150 milliards venant de grands groupes dans le cadre de partenariats publics-privés. Ça c'est la dernière annonce de la Commission européenne. Est-ce qu'il y a un changement d'approche tout de même là, Fidouchen, à votre avis? Parce qu'on parle beaucoup en Europe de casser les grands groupes. Au contraire, on est dans une logique de libéralisme économique. Et là, tout d'un coup, on se dit, ça serait bien d'avoir des champions. Donc il y a déjà une sorte de changement dans l'esprit. Oui, il y a un changement dans l'esprit et je pense que en fait l'IA est aussi aujourd'hui dans les têtes de tout le monde par rapport à la géopolitique en fait. C'est clair et net, et ce qu'on a pu voir en Iran a aussi réveillé beaucoup d'aspects de comment on se projette et comment on va pouvoir acquérir notre souveraineté en fait. Et aujourd'hui, j'ai passé une grande partie à Vivatech. Oui, alors Vivatech, il faut expliquer, c'est le salon donc, des technologies européennes qui a lieu en ce moment, qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris et qui va durer jusqu'à dimanche. Voilà, et c'est Porte de Versailles, à côté d'ici. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des acteurs français. On n'a pas que Mistral, mais voilà, il y a des acteurs français. Il faut savoir les identifier, il faut savoir aussi les mettre en avant. Ça, c'est aussi le rôle, par exemple, du club IA, de pouvoir aussi rendre accessible les acteurs français pour pouvoir travailler avec les entreprises françaises et européennes avant d'aller travailler avec d'autres entreprises. Les faire connaître, en fait, par déjà les grands groupes qui sont habitués à utiliser la technologie américaine. C'est ça aussi. Mais il y a 2 solutions. On les connaît, tout le monde les connaît. C'est juste qu'elles sont tabous. Alors je vais vous les dire. La première, c'est la commande publique. Donc il faudrait que toutes les commandes publiques passent à... Non, mais la commande publique pour les fonctions régaliennes auprès des entreprises européennes, donc ce qui relève de la défense, du ministère de l'Intérieur, des données de santé. Donc ça implique aussi de construire un cloud souverain
qui soit bien sécurisé pour les données sensibles. Ça implique d'allouer une partie du compute, de la réserver à ces champions. Là, je parle de la souveraineté. La commande publique est ce qui drive les champions américains. Si aujourd'hui OpenAI existe, c'est parce que In-Q-Tel, le fonds de la CIA, a investi il y a 40 ans dans l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, ce qui drive SpaceX, c'est les commandes de la NASA. Ça, c'est mon premier point, la commande publique. Donc, ça veut dire représailles américaines tout de suite derrière? Non, pas forcément, parce que je pense que là, je parle des secteurs d'intérêt de souveraineté, et je ne parle pas de l'ensemble de l'économie. Je ne pense pas qu'on doive se priver du pouvoir de ces techs américaines. Ce serait se suicider économiquement, parce qu'on a besoin de ces gains de productivité. Nos entreprises en ont besoin tout de suite. Et mon deuxième sujet, c'est la capitalisation, c'est l'épargne retraite des Américains s'allouent dans leur économie depuis des décennies. Elle vient financer des groupes. Nous, notre épargne retraite, elle rentre dans des livrets, elle est thésaurisée par l'État, elle paye les retraites de la génération précédente. Et donc, allouer une partie des retraites à la capitalisation serait une façon de financer le passage d'une start-up qui fait 10 à 50 millions à une ETI qui en fait 200 à 500 millions, ce qu'on n'arrive pas à faire. Et ça, c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Italie, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de capital, de toute façon, en Europe, avec... il y a autant de marchés de capitaux que d'États déjà dans l'Union européenne, donc c'est compliqué. Alors, il y a un marché de la libre circulation des capitaux, mais c'est vrai qu'il y a une réorientation de la stratégie européenne qui était vraiment sur des sujets très normatifs. Voilà, l'Europe a adopté une quantité de textes. Donc il y a l'acte, justement, l'IA Act. Oui, en Europe. justement, on en revient dessus. La réorientation se fait aussi sur... alors, c'est pas de la dérégulation, mais en tout cas, là, il y a des projets de textes qui, dans le prolongement du rapport Draghi, disent clairement on recule l'application de certains textes, notamment sur certaines dispositions fondamentales du règlement IA. Et il y a une logique un petit peu de compétitivité et industrielle qui arrive. On parlait des marchés publics, de la commande publique. La Commission, dans son Digital Sovereignty Package qu'elle a proposé il y a quelques jours, après avoir différé quand même plusieurs fois l'annonce. Ursula von der Leyen, vous parlez? Oui, tout à fait. Donc il y a un Chips Act 2 qui réoriente un petit peu sur la stratégie sur les puces, et aussi un Cloud and AI Act pour imposer des niveaux de sécurité en fonction des commandes publiques qui excluent, dans certains cas, des prestataires américains. Après, ça ne fait pas du tout consensus au niveau européen, parce que ça a un coût quand même, le cloud souverain. Faut-il en disposer un? On a quand même une expérience un peu malheureuse avec Gaia-X qui montre que la logique... quoi, cette expérience malheureuse? On a voulu faire un cloud européen. En fait, c'était une initiative industrielle franco-allemande. Et puis, le projet s'est ouvert à des hyperscalers américains, ce qui a conduit certains acteurs français à s'en détourner. Le projet est tombé à l'eau. Donc, cloud souverain européen, pour l'instant, on n'en dispose pas. Je pense qu'on n'a pas besoin de la permission de l'Europe pour implémenter des data centers à côté de nos centrales nucléaires décarbonées qui sont en surproduction. Et donc, c'est d'ailleurs le grand atout de la France. Donc, construire des data centers, ça c'était aussi... et des clouds qui sont des clouds souverains. C'est-à-dire qu'on a les moyens, l'État, et avec le soutien du privé, a les moyens d'investir parce qu'on a l'essentiel qui est l'énergie décarbonée. Guillaume Gralet. Non, mais très rapidement sur le cloud souverain, c'est vrai qu'il y a eu plein d'autres échecs. Moi, je pourrais repenser, je vais faire mon vieux journaliste, CloudWatt, Numergy, etc. C'est un peu ce qu'on a voulu faire, vous savez, quand on a créé Coaero. C'est-à-dire qu'au lieu de s'appuyer sur les entreprises privées, les startups à qui parfois on tarde à faire confiance, eh bien on recrée des machins qui ne fonctionnent pas. Et par contre, on a eu quand même très récemment de bonnes nouvelles. On a parlé tout à l'heure, Edouard a raison de dire que la commande publique, pour tout ce qui est régalien, tout ce qui est stratégique, doit être fléchée davantage vers les startups françaises. On a parlé de Palantir, mais ce qui s'est passé avec le Health Data Hub, vous savez, qui mouline toutes nos données de santé pour mieux aller vers une médecine préventive, prédictive. Toutes ces données étaient hébergées sans véritable appel d'offres chez Microsoft pendant de longues années. Et puis enfin, il y a eu une décision d'allouer ces données, de les faire fonctionner sur Scaleway. C'est un acteur français, privé, qui fonctionne très bien. Et si vous parlez avec Octave Klaba, c'est un héros européen, donc venu de Pologne avec toute sa famille, qui a créé OVH. Alors parfois, c'est un petit peu... parfois, il y a des incendies, parfois ça se passe mal, OVH. Mais quand alors même... qu'est-ce que c'est OVH? On vous héberge. C'est un acteur français d'hébergement de données qui petit à petit grossit et qui a dit, lorsqu'il y a eu l'affaire du Health Data Hub, il dit moi aussi, je suis un acteur français et je peux répondre à cet appel d'offres. Donc je pense qu'il faut faire davantage confiance à nos actrices, nos acteurs, les faire connaître. Pas qu'ils soient aussi connus que des rockstars que Céline Dion, mais en tout cas, je pense qu'ils méritent d'être davantage célébrés. En tout cas, ils ne sont pas suffisamment connus, Philippe Duchesne. D'où en fait la création de votre club. Donc déjà, si les grandes entreprises commençaient à savoir ce qu'il y a, les pépites, connaissaient les pépites justement françaises et même européennes, peut-être qu'ils changeraient.
Complètement, en fait. Là, Guillaume vient d'énumérer un certain nombre de champions français qui ont besoin justement d'être soutenus par la commande publique ou par aussi les entreprises privées qui aujourd'hui investissent en fait dans ces solutions-là. Pourquoi pas les investir et c'est ce qu'on fait. On encourage d'investir sur des solutions françaises parce que vous parliez avant de la souveraineté. En fait, si on veut de la souveraineté, il faut qu'on ait nos propres infrastructures, il faut qu'on maîtrise les données et qu'on héberge aussi les données. Donc voilà, on a des solutions françaises et ça permet d'éviter une coupure de n'importe où dans le monde. Non, moi je trouve que ces discussions, ces présentations du G7 où on voit Emmanuel Macron nous parler en majesté un peu de ce qu'il souhaite faire pour canaliser le pouvoir de fable, surréaliste dans la mesure où pendant ce temps-là, l'État français est le deuxième État le plus attaqué au monde en termes de vol de données. L'ANTS, qui est l'Agence nationale des titres, donc celle qui gère nos passeports, nos cartes d'identité, et chacun sait que c'est compliqué de se faire son passeport aujourd'hui parce qu'il faut aller dans une mairie, prendre, etc. 19,5 millions de données. Chacune de nos données, à nous, autour de cette table, ont été volées, non pas une fois, mais plusieurs fois. Notre adresse, notre âge, par des hackers, des pirates, qui mettent ça sur le darknet. Et par exemple, autre exemple, la semaine dernière, la messagerie de CHAP, qui sert aux agents du ministère de l'Intérieur et de la Justice à communiquer entre eux sur les enquêtes en cours. Donc je parle là de gens qui se coordonnent sur savoir comment ils vont mener un procès, une filature, une investigation. L'ensemble de ces conversations ont été leakées et elles sont maintenant sur le dark web. On sait qui sont les hackers, la plupart des cas. C'est des gens, c'est l'Europe de l'Est, des pirates asiatiques, ça peut être des États étrangers adverses, ça peut être une combinaison de tout ça, parce qu'on sait qu'il y a une forme d'hybridation, notamment autour de la Russie, de ces profils, mais de la Chine aussi. Et nous, on est là. Les anglo-saxons disent sitting ducks. On est au milieu de la cour, on se fait tirer dessus par tout le monde, mais on disserte tranquillement, philosophiquement. Est-ce qu'il y a une menace? Que faut-il faire face à Trump? C'est ridicule. La première des choses à faire, c'est de colmater ces brèches qui sont béantes. Donc on ne se bat pas assez. C'est ça que vous dites. Et les données, c'est le kérosène de l'IA. S'il n'y a pas de data, et c'est ce qu'on se fait aujourd'hui, voler tous les jours. Guillaume. Oui, c'est ça, non, mais je suis d'accord. Et puis il y aura aussi toute la bataille des droits d'auteur, pour parler. C'est un petit peu niche, mais aujourd'hui, il y a un vrai pillage des droits d'auteur par ces grosses sociétés d'IA générative qui se moquent totalement de la création. Je pense que ça Donc, société américaine, exactement. Ça ferait aussi partie des débats. Des combats menés à l'avenir. Mais enfin, c'est pas évident. Alors, sur justement, cette bataille européenne, Brunsen-Bertrand, donc, vous le disiez, c'est d'abord la norme en Europe qu'on aime bien mettre en avant. Et finalement, ce que Donald Trump ne supporte pas, c'est la taxation de toutes ces sociétés américaines. Mais il faut aussi taxer. Alors, effectivement, c'est un sujet, notamment, y compris au sein de l'Europe, sur des niveaux d'imposition qui sont assez différents. Et certains pays, évidemment l'Irlande en tête, qui ont des stratégies d'attractivité très fortes et qui contribuent d'ailleurs au clivage européen, puisque, évidemment, quand on va parler de souveraineté numérique, la France porte ce discours-là depuis notamment la présidence française de l'Union européenne. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout une stratégie qui est partagée. Ça recoupe des enjeux économiques, notamment sur la question de l'Irlande. Ça recoupe des visions différentes, comme on peut trouver aux Pays-Bas ou en Allemagne, sur des stratégies différentes et des questions géopolitiques. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas se couper de la relation transatlantique. Et comme l'écosystème tech, alors je ne vais pas dire qu'il est que français, mais il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui sont effectivement françaises. On voit bien que même nos voisins européens n'achètent pas forcément notre technologie. Donc, c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Intéressant aussi de revenir sur ce modèle que je décrivais il y a quelques instants, ce modèle de ces sociétés qui sont en fait 4 gros groupes qui finalement, c'est circulaire, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'auto-achètent la technologie, ils utilisent... Enfin, tout ça est vraiment totalement circulaire. Comment l'Europe peut se battre en fait face à une espèce d'oligarchie en fait économique qui peut-être deviendra l'État américain? Enfin, c'est ce que vous dites, Guillaume Gralet, c'est ce que redoute presque Alex Karp. D'autres, en tout cas, Bernie Sanders voudrait les taxer, mais d'autres voudraient carrément entrer au capital. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que l'État américain entre au capital de ces sociétés-là. Comment l'Europe, qui reste effectivement plusieurs pays et qui a une philosophie démocratique et libérale aussi économique, comment peut-elle
faire face en fait à cette espèce d'oligarchie. Effectivement, on a un État, en tout cas l'État américain, qui est de moins en moins libéral. C'est-à-dire qu'une des personnalités qui a beaucoup conseillé Donald Trump, qui s'appelle Peter Thiel, donc qui est le co-créateur avec Alex Karp de Palantir. Peter Thiel ne croit la pas... Palmafia, non, on l'appelle. Ils ont fait partie, il a fait partie de la PayPal Mafia avec Elon Musk notamment, avec Reid Hoffman, le co-créateur de LinkedIn, qui sort un peu du jeu. Lui, c'est un empêcheur de tourner en rond. Mais Peter Thiel lui-même pense que le monopole, dans certains cas, est très positif parce qu'il permet aux sociétés de s'épanouir. Mais bon, c'est quasi donc, il communiste, c'est quasi chinois. À une nationalisation de ces sociétés, et donc, de ces big tech américaines. Voilà, c'est-à-dire que, d'ailleurs, on l'a vu quand même, toutes ces sociétés qui devaient nous apporter le bonheur, le fait que tout le monde, la fraternité, la promesse des réseaux sociaux, c'était que le jardinier de Bangalore peut parler d'égal à égal avec Bill Gates, de disserter des recettes à appliquer à l'avenir, etc. Tout ça, ça s'est polarisé, c'est-à-dire que, et on a vu surtout ces acteurs de la tech manger dans la main de Donald Trump pour avoir accès à l'énergie, aux ressources énergétiques qui sont extrêmement clés, Edouard a raison de le dire. En France, on a quand même nos atouts, donc il faut qu'on arrête d'être naïf, tout simplement. Je pense qu'effectivement, on ne va pas rétablir des frontières. Je pense qu'il faut qu'on continue à acheter dans le monde entier, mais pour tout ce qui est régalien, tout ce qui est stratégique, faisons enfin confiance à nos startups. C'est primordial. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'État américain pourrait donc pourrait acheter une partie de ces sociétés. Ce qui effectivement totalement s'oppose au libéralisme économique américain. On retrouverait une sorte de modèle presque chinois là. Oui, après, la réalité économique, elle est têtue. À la fin, c'est les gens qui décident. C'est les entreprises et les particuliers qui achètent ou qui n'achètent pas. Et pour ça, ils veulent mais dans ce modèle d'économie circulaire, est-ce que... Non, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont tous tétanisés entre eux de rater la marche, de ne pas être à la page. Facebook, par exemple. Facebook a licencié quasiment tous ses ingénieurs qui étaient sur le métaverse pour basculer sur l'IA. Donc en réalité, l'angoisse de ces grands patrons de la tech, c'est le peur de rater la prochaine marche. Donc vous les voyez forts, et vous avez raison, mais ils sont en réalité aussi extraordinairement fragiles. Et plus ils seront soutenus par l'État, plus ils seront en collusion avec l'État, plus ils seront fragiles, parce que moins ils seront sensibles à l'évolution du marché, à l'attente de leurs clients et aux nécessaires innovations qui doivent être les leurs. Ça, c'est quand même une loi d'airain de l'économie, quoi. Ça, c'est la loi libérale. Non, c'est comme ça que fonctionne la vie économique. Donc vous dites c'est fragile. Non, très rapidement, peut-être aussi, parce que si on regarde un peu les grandes nations de l'IA aujourd'hui, donc on a beaucoup parlé des États-Unis, mais il y a aussi la Chine. Bien sûr, la Chine, elle s'est mise à investir pour parler de leur... dans l'intelligence artificielle à partir de 2017. Pourquoi 2017 ? C'était quelques mois après la victoire d'AlphaGo, donc un programme britannique racheté par les Américains qui a battu un des meilleurs joueurs de Go en Corée, juste à côté de la Chine. Ça a été un moment clé pour la Chine. Elle s'est dit, on ne peut pas laisser les Américains tout seuls dans cette voie, on va investir. Et ce qui manque peut-être aussi à l'Europe, en dehors des commandes publiques, en dehors de l'investissement, c'est une vision à long terme. On ne l'a pas. Et ça qui manque. pourra avoir le leadership de cette vision, en fait, à long terme ? Je pense qu'on peut peut-être défendre aussi une IA qui soit moins gourmande en énergie, qui reflète davantage notre diversité culturelle. Moi, je suis frappé à chaque fois que je vais à certaines conférences en Afrique, les conférences Indaba, on en avait déjà parlé, où je vois qu'il y a une autre IA qui s'invente, alors qu'il n'y a pas assez de moyens, mais qui a une IA ouverte avec publication de la recherche. Ce n'est pas toujours le cas aux États-Unis. Donc on peut, en Europe, défendre une IA complètement différente, plus diverse culturellement. Une IA éthique. Oui, moi j'aimerais être optimiste en fait. C'est vrai qu'on parle, c'est quand même très négatif l'actualité par rapport à l'IA et par rapport aux géants qui sont. Non, mais parce qu'on a peur pour la démocratie, parce qu'on a peur pour les valeurs. Alors on a perdu la bataille de l'internet, on a perdu la bataille du cloud. L'IA c'est pas perdu en fait. Il y a encore une place à prendre. On a parlé de l'IA Act. L'Europe reste quand même leader sur la régulation en fait. Aujourd'hui, on est les seuls à avoir réglementé, à avoir mis un cadre. Et ça, c'est une force. Et cet après-midi, il y avait la responsable Europe en charge de l'IA qui expliquait que... Voilà, Avivatech, qui rappelait le nombre de startups qu'il y avait en Europe, les milliards qui étaient engagés. Mais surtout, elle a rassuré sur une chose qui, pour moi, peut être vite un frein, parce que vous le disiez à juste titre, que ça peut être aussi un frein de réguler trop. Et elle a rassuré les investisseurs et aussi les fondateurs en disant voilà, on va faire en sorte que cette régulation puisse vous aider à devenir les champions d'aujourd'hui et de demain. Alors comment ?
En n'étouffant pas tout de même l'entreprise, c'est ça Excusez-moi, mais la première chose que vous disent toutes les startups françaises dont nous parlons, c'est que la CNIL les empêche de bosser. Vous le savez. Donc le RGPD, l'AI Act, on a été champion de la régulation. On a inventé plein de façons de réguler les données. Et tout ça nous a fait prendre un retard considérable, exactement comme d'ailleurs dans la recherche en agronomie. Les fameux OGM, qui sont aujourd'hui partout produits dans le monde, sauf en France, alors qu'on avait les meilleurs ingénieurs. Et bien aujourd'hui, le même sujet se pose sur l'IA. Est-ce qu'on va se donner une chance de chercher et d'innover par nous-mêmes? Donc pour vous, il y a trop de réglementation. Brunsen, Bertrand, ou au contraire, est-ce que c'est un atout justement cette régulation parce que ça permet d'avoir une IA peut-être plus éthique, de protéger les enfants, de commencer à voir aussi l'IA comme un danger. Il faut protéger aussi contre le vol des données, contre... Alors, c'est ambivalent parce qu'en effet, le RGPD a créé effectivement des contraintes sur les entreprises, mais pas que européennes pour le coup, sur toutes les entreprises, mais qu'il faut pas sous-estimer. Oui, tout à fait, mais qu'il y a eu aussi, par exemple, un effet protectionniste, typiquement sur tous les transferts massifs de données qui se faisaient vers les États-Unis, vers la Chine, partout dans le monde. Ça a aussi mis un coup d'arrêt sur les transferts internationaux de données. Alors là, qu'on a réautorisé, mais on a quand même essayé de limiter ces transferts de données. Il y a aussi le Data Act qui essaye de faire la même chose pour les données non personnelles. Mais en effet, la réglementation a été faite peut-être un peu vite sur certains textes, avant même l'arrivée de technologies. Donc c'est compliqué de savoir aussi comment bien réguler, à quel moment, quand on a un écosystème qui n'est pas très mature, quand il y a des technologies, comment avoir une neutralité technologique du droit, c'est-à-dire de ne pas favoriser une technologie par rapport à une autre. Donc c'est compliqué de bien réguler. Alors, on va écouter Emmanuel Macron justement qui s'est exprimé au G7. On doit sur celle-ci aller plus loin maintenant et réussir à mieux réguler. Le défi qui est devant nous, et on a eu beaucoup de discussions avec les dirigeants de l'IA et de la technologie, comme avec l'administration américaine, le défi, ce sont ces fameux modèles frontières. On doit réussir à mieux les réguler pour éviter qu'ils ne tombent dans la main de régimes autoritaires, de gens qui pourraient menacer notre cybersécurité ou nos sociétés. Mais pour ce faire, la réponse ne peut pas être de la non-coopération entre démocraties. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire là? En fait, il parle de mythos en particulier, de ces modèles qui arrivent à voir les failles des différents logiciels et donc qui sont dangereux d'ailleurs eux-mêmes. Effectivement, pendant longtemps, on a cru que Dario Amodei, donc le boss d'Anthropic, faisait du marketing en disant mes modèles sont tellement puissants que je ne vais pas les mettre sur le marché. En réalité, toutes les personnes qui ont pu regarder Mythos, qui ont pu regarder Fable, qui est un peu la version grand public de Mythos, eh bien, se rendent compte à quel point c'est extraordinairement performant. Ça peut permettre à des développeurs de créer des entreprises très rapide. Ça peut aussi avoir des très bonnes nouvelles, des très bons effets en recherche, en résolution de problèmes mathématiques complexes, en médecine. Mais effectivement, ça peut permettre de déceler des failles que même les humains n'arrivaient pas à voir. Et ça peut dans les systèmes. Dans les systèmes. Et ça peut permettre de mener effectivement des cyberattaques. Donc, je pense qu'il y a un vrai danger. Ce qu'on peut regretter, et ce qui est un peu un constat de faiblesse pour l'Europe, c'est qu'on ne faisait pas partie des négociations, on ne faisait pas partie des entreprises qui avaient été choisies par Anthropic. Il n'y avait aucune européenne, en tout cas au début, qui pouvait voir comment Mythos pouvait être efficace, comment on pouvait fragiliser leur système. Et en fait, on avait un peu l'impression que la partie se jouait sans nous. Donc, donc ils sont nationalistes malgré tout, Anthropic, Amodei. Oui, je pense que... L'Amérique avant tout. Oui, en tout cas. Mais tu ne peux pas vraiment t'étonner de ça. Non, oui, non, je peux pas m'étonner. Par contre, c'est extrêmement, j'ai envie de dire, cruel pour l'Europe et ça doit être un vrai réveil pour nous et de changer complètement de stratégie. Mais si je peux me permettre juste un mot, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que jamais nous n'aurons le moindre pouvoir, le moindre accès au modèle d'Anthropic comme à ceux à venir. Jamais l'administration Trump ne nous ouvrira l'accès. Peut-être qu'on devrait commencer, et j'aurais aimé que le président Macron dise que l'ANSSI, et l'agence de l'État qui s'occupe de lutter contre les crimes cyber. Donc concrètement, c'est des messieurs qui, quand un hôpital est hacké, ils prennent une petite camionnette, ils mettent des racks de serveurs dans la camionnette, ils vont sur l'hôpital, et pendant 3-4 jours, ils refont démarrer les systèmes. Parce que les hôpitaux, hélas, sont aussi hackés, entre autres. L'ANSSI, c'est 60 millions d'euros de budget de fonctionnement. Un État, donc l'État français, c'est la moitié du PIB, donc je ne veux pas me hasarder sur les chiffres, mais on est sur un rapport de 1 à 100 000. C'est ridicule en termes d'enjeux.
Et j'ai préféré que le président Macron, plutôt que d'affabuler sur ce fantasme qu'il aurait sa table autour du conseil d'administration de Fable, et à quel titre? À aucun titre. Plutôt qu'il s'occupe de l'ANSSI. On va regarder juste ces images en direct, celle de Donald Trump qui quitte donc le G7 et qui va donc retrouver Emmanuel Macron au château de Versailles, puisque ça se passe au château de Versailles, ce finalé. Il va y avoir ce dîner avec Trump et Macron ainsi que leurs épouses, un peu comme si à Fidouchen il fallait le garder jusqu'au bout, Donald Trump. Donc on va l'attirer dans les ors de Versailles. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est ce qu'il a dit, c'est le boss. Non, c'est juste par rapport au sujet qu'on abordait avant de voir les images de Donald Trump quitter Evian. En fait, l'ironie du sort, quand même, sur l'IA, c'est que le seul qui a dit attention, l'IA peut être dangereux, c'est Dario. C'est Dario Amodei, justement, c'est le patron seul qui est un d'Andropic. des rares, en tout cas, qui a la visibilité qu'il faut pour avoir. Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle il se fait Et c'est lui qui se fait chanter sa solution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les États voient aussi le fait que l'IA devient une puissance, en fait. C'est vraiment très puissant. Au même titre qu'était l'essence au XXe siècle, aujourd'hui, ça devient un actif qu'il ne faut pas mettre déjà dans n'importe quelle main. C'est ça le sujet, en fait. On parle beaucoup d'IA, de méfiance, de défiance, mais le principal sujet, c'est qui tient les manettes derrière, en fait. Mais justement, est-ce que c'est pas sa rébellion face à l'État lorsqu'il a dit au Pentagone qu'il ne souhaitait pas donner justement ces technologies les plus avancées pour ne pas qu'elles soient exploitées par des robots autonomes, pour faire simple, dans le militaire? C'était la décision de Dario Amodei d'Andropic. Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle aujourd'hui il s'est retrouvé avec un kill switch? Très rapidement, il paye le fait d'être bon, d'avoir mis au point de très bonnes solutions, et puis effectivement d'avoir résisté, en tout cas de ne pas avoir été à l'investiture, de ne pas avoir été dans les dîners avec Donald Trump, etc. Bien sûr, c'est un empêcheur de tourner en rond. J'ai vu une scène en septembre dernier. C'était hallucinant, c'est-à-dire qu'il disait lui-même « je vais résister », etc. Et il refusait de serrer la main d'un des conseillers de Donald Trump. Donc il paye ça. Ce qui est assez intéressant, c'est de se projeter dans l'avenir. C'est que derrière Anthropic, derrière Fable 5, il y a d'autres modèles en préparation. Si vous regardez ce qui se prépare en Chine avec le modèle Kimi, par exemple, il y a d'autres modèles frontières. Alors, ce qui explique beaucoup... Expliquez ce qu'on appelle modèle frontière. C'est les modèles extrêmement performants. Si vous regardez, il y a énormément de benchmarks mondiaux, et les entreprises dont on parlait, ce sont celles qui se battent pour mettre au point ces modèles. Et une grande partie de cette tendance à la nationalisation, à la monopolisation, c'est que les États-Unis sont obnubilés par la montée en puissance de la Chine. Il y a quelques mois, il disait, la Chine, on a 6 mois d'avance sur la Chine, mais ça ne cesse de se réduire. Et c'est ce qui explique en grande partie pourquoi l'Europe n'existe tout simplement pas pour eux. Mais je pense qu'il faut quand même regarder, c'est quand même intéressant, en même temps qu'on doit encourager les bonnes utilisations de l'intelligence artificielle. Vous avez raison, Afid, c'est très important, mais qui sont extrêmement importantes, en mathématiques, en physique, dans l'univers, l'observation de l'univers. Mais en même temps, il faut réfléchir quand même à la manière dont on va gérer ces outils qui peuvent, avec les cyberattaques, avec le quantique, faire beaucoup de dégâts. Donc ça veut dire une régulation? Oui, je pense quand même que ça va être nécessaire. C'est-à-dire qu'on doit encourager nos champions, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir résister à l'interrupteur, au kill switch, au on-off, mais en même temps, on ne peut pas de faire comme si ça n'existait pas, comme s'il n'y avait pas des modèles qui pouvaient aussi créer des dégâts. Brunson Bertrand. Oui, c'est sûr qu'il y a aussi des règles un peu contraignantes au niveau européen, je pense en matière d'aide d'État, qui limitent aussi les possibilités d'investir pour l'État de soutenir un certain nombre d'entreprises. Alors peut-être il y a des réflexions à avoir de ce côté-là. Aussi au niveau européen, parce qu'il y a toujours des liens extrêmement forts entre un État et son écosystème tech. On parlait de la relation du président Trump, mais sur le premier mandat, c'était un petit peu différent comme relation, c'était beaucoup plus tendu. Donc, c'est des relations qui... vous avez parlé de Jack Ma tout à l'heure avec le parti chinois. Là aussi, les relations sont toujours... Il y a toujours une défense vis-à-vis de l'extérieur de leur écosystème et des relations toujours plus tendues en interne. Voilà. Avec l'État, oui, puisque l'État chinois aussi a un peu sanctionné le patron d'Alibaba. Enfin, là aussi, ils ont voulu aussi montrer qui était le chef en Chine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Guillaume Gralet, Édouard Filias, Afid Houchen. Merci Brunson Bertrand. On se retrouve demain. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'intelligence artificielle.